Merci beaucoup, merci à tous. Bonjour, Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard, Monsieur le Ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique, cher Bruno, Monsieur le Président du Mouvement des entreprises de France, cher Patrick, chers entrepreneurs, chères entrepreneuses, chers tous ici présents. Monsieur le Président du MEDEF, vous avez commencé votre discours en citant et en esquissant quelques pas de danse, en citant Mick Jagger. Je suis particulièrement sensible à vos références musicales, même si moi je n'étais pas présente à ce concert en 2022, mais en 1995. Un concert pluvieux pour ceux qui s'en rappellent, mais qui est rentré dans la mémoire collective et qui ne nous rajeunit pas. Vous me permettrez devant vous, je pense que le MEDEF appréciera, de faire avec Jean-Jacques Goldman le choix du Made in France. Je me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, et ensemble, nous l'avons franchi. Oui, je le crois, lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on se rassemble, lorsqu'on additionne nos forces, alors il n'est pas de mur qui ne puisse être franchi. Jamais autant qu'aujourd'hui, notre pays n'a eu besoin, à ce point, de cet état d'esprit qui ne s'invente pas, qui ne se décrète pas, qui ne s'impose pas. Cet état d'esprit, il doit être voulu. Bien sûr, la nation doit et sait se rassembler lorsque les circonstances l'exigent. Ce qui s'est passé samedi devant la synagogue de la Grande Motte est le révélateur d'un antisémitisme croissant qui m'inquiète, qui nous inquiète tous, j'en suis sûre, et qui exige que nous nous rassemblions pour dire non. Non à la haine, non à la violence, non à la stigmatisation, non au rejet. Et les responsables politiques que nous sommes ont une grande responsabilité face à toutes les formes que revêtent la violence et la haine. Avec le président du Sénat, cher Gérard, nous avons pris nos responsabilités en novembre dernier en organisant la Grande Marche pour la République et contre l'antisémitisme, à l'occasion de laquelle les Français ont répondu présents si nombreux. Et nous serons là, ensemble, à chaque fois que cela sera nécessaire. Ce rassemblement doit cependant s'inscrire dans la durée. Et vous avez raison, bien sûr. Le contexte politique particulier que nous connaissons appelle à l'union de tous ceux qui rejettent le pessimisme, qui rejettent le défaitisme. Tenez-vous loin des gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution, disait Albert Einstein. Alors oui, j'en appelle au rassemblement des gens positifs. Et sur la scène politique, nous savons où ils se trouvent. Notre pays a besoin d'eux, notre économie a besoin d'eux. Et en cette période d'incertitude politique, où tant de murs doivent être franchis, il est donc à la fois symbolique et essentiel que les présidents des deux chambres de notre Parlement se présentent ensemble devant vous, force économique du pays. Ensemble, avec le président du Sénat, au-delà de nos sensibilités différentes, nous sommes venus vous faire part d'une conviction commune. Plus que jamais, en cette période, garantir la stabilité institutionnelle est absolument essentiel pour notre pays. Cette stabilité institutionnelle n'est pas un concept abstrait. Elle est un des fondements sur lequel repose la confiance nécessaire pour innover, former, recruter, investir dans la durée, prendre des risques et faire avancer le pays. C'est donc l'engagement que je suis venue prendre devant vous aujourd'hui. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous pour veiller, aux côtés du président de la République, à la stabilité institutionnelle du pays, comme pour veiller à la qualité de notre débat parlementaire, en pensant toujours à l'intérêt supérieur du pays,
à la France et aux Français. Avant de réfléchir à ce qu'il convient d'entreprendre, demandons-nous d'abord ce qu'il convient d'éviter. Et ce qu'il faut éviter, vous l'avez dit, c'est d'abord une politique qui détruit, par dogmatisme ou par électoralisme, les réformes qui ont produit des résultats. Car s'il faut 10 ans pour construire la confiance, il suffit de quelques jours pour la défaire. Et la France ne peut pas se permettre aujourd'hui de jouer aux apprentis sorciers de l'économie. Il faut être clair, ce sont les plus fragiles, ce sont nos services publics, ce sont nos petites et moyennes entreprises qui seraient d'abord les victimes du chaos économique. Notre économie a besoin de visibilité, pas d'idéologie, de stabilité, pas de grand soir, de rationalité, pas de populisme. Et vous l'avez dit, cher Patrick Martin, on ne peut pas faire comme si le monde n'existait pas. Mais si nous devons repousser l'isolationnisme ou l'irréalisme économique, nous devons aussi refuser le défaitisme. Nous devons être des adeptes du parler vrai. Et parler vrai, c'est d'abord reconnaître les succès obtenus depuis 2017, cher Bruno. Les succès d'une politique de l'offre conduite avec constance depuis une décennie. Une politique dont vous êtes nombreux à reconnaître les avancées. Les avancées pour l'emploi, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, avec la création de 2 millions d'emplois. Si aux dernières législatives, le chômage n'était pas le sujet de préoccupation majeure de nos compatriotes, ce n'était pas le fruit du hasard. Des résultats tangibles ont été obtenus pour la réindustrialisation de notre pays ou son attractivité, puisque pour la 5e année consécutive, la France a conservé son titre de championne d'Europe des investissements étrangers. Mais il ne faut pas se voiler la face. Parler vrai, c'est aussi reconnaître que des obstacles importants se dressent devant nous. Il y a d'abord un obstacle imminent, l'obstacle budgétaire. Sur ce sujet, il faudra parler en responsabilité. Nous ne devons surtout pas abandonner l'objectif de rétablissement de nos finances publiques pour revenir à 3% de déficit. Il ne s'agit pas d'une simple cible comptable. C'est aussi la condition, et nous en sommes tous conscients, de notre capacité à agir, à emprunter, à investir pour nos écoles, pour nos hôpitaux, pour la transition climatique, pour nos enfants. Il faudra donc trouver des économies avec pour seule règle celle de l'efficacité de la dépense au service du bien public. Mais il est tout aussi essentiel de ne pas reproduire les erreurs commises au tournant des années 2010. Et c'est pourquoi la consolidation budgétaire ne devra obérer ni la croissance, ni la compétitivité de toutes nos entreprises. Et de même qu'il nous faut conjuguer efficacité et équité, il nous faut aussi conjuguer le court et le long terme, et pour cela miser sur la productivité. Cette productivité, c'est l'éléphant dans la pièce, car il y a aujourd'hui une crise de la productivité française. Elle a reculé de 3,5% entre 2019 et 2023. La redresser est un objectif incontournable. Pour cela, il est nécessaire de continuer à investir massivement pour l'innovation. Avec le plan France 2030, nous avons investi comme jamais 56 milliards pour l'intelligence artificielle, notamment l'espace, le nucléaire. Nous devons aussi continuer à miser sur la politique éducative, la formation pour favoriser l'accession à l'emploi, le retour à l'emploi et l'emploi des seniors. C'est une question de productivité, oui. Mais avant tout, il s'agit de tenir la promesse de notre République. Cette promesse républicaine contenue dans le préambule de la Constitution de 1946. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation, à la culture. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Et c'est précisément cet esprit qui a justifié la réforme du RSA en cours d'expérimentation. Les 15 heures obligatoires d'activité, d'accompagnement et de formation sont avant tout un moyen pour permettre à chacun de retrouver un emploi, de retrouver
sa place dans la société. Comme ancienne responsable des Restos du Cœur, je l'ai vu. Quand on accompagne une personne éloignée de l'emploi, quand on lui redonne confiance, on lui rend sa place, sa juste place. Voilà pourquoi le budget devra être celui du courage, des choix difficiles, mais également le budget de l'équité. Car les Français, en votant massivement aux législatives, ont exprimé des attentes fortes. Nous devons apporter des réponses à nos compatriotes aux fins de mois difficiles. Nous devons rassurer les Français qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants, ceux qui vivent dans l'insécurité, l'absence de soins, l'isolement familial ou géographique. Nous devons entendre ces chefs d'entreprise et ces artisans qui se battent jour après jour, ceux qui ne bénéficient d'aucun dispositif, d'aucune aide, malgré leur travail et leurs efforts. Non seulement il nous faut entendre ces Français, mais il faut encore répondre à leurs attentes en termes de justice sociale. Et puisqu'il sera beaucoup de questions de pouvoir lors de cette rencontre, nous ne devrons pas oublier ce pouvoir d'achat qui demeure au sommet des préoccupations des Français. Pour y répondre, il faudra que le travail paye plus et mieux en France. Est-il par exemple soutenable que pour augmenter de 100 € le revenu d'un employé au SMIC, l'employeur doive débourser 2 ou 3 fois plus ? Poser cette question, c'est y répondre. Il faudra réfléchir au coin fiscalo-social et en lisser les effets de seuil. Mais il existe encore d'autres injustices ressenties par nos concitoyens. Ils jugent que les efforts ne sont pas partagés équitablement. C'est pour cela que la taxation des superprofits a tant marqué l'opinion publique. Et si je peux dire oui à la taxation raisonnée, je dis non à la surtaxation tout court. La fiscalité doit encourager l'audace, pas punir la réussite. Il existe encore une autre injustice qui me tient à cœur et vous ne serez pas surpris que j'en parle à cette tribune. Ce sont les inégalités hommes-femmes en entreprise. Est-il encore acceptable qu'en 2024, qu'à temps de travail égal, le salaire des femmes soit inférieur de 15,4% à celui des hommes et à poste comparable de 4%? Est-il encore acceptable qu'en 2024, en France, malgré les progrès que je veux saluer, 3 entreprises seulement du CAC 40 soient dirigées par des femmes? Cette situation n'est pas seulement injuste, elle est économiquement irrationnelle. Et vous le savez très bien, et je sais que le MEDEF poursuit des efforts résolus en la matière. Toutes les études le montrent, la parité est une source de performance pour l'entreprise. Alors je vous le dis franchement, cet objectif de parité, il est de notre responsabilité à tous de le concrétiser. C'est la responsabilité du législateur, bien sûr, mais c'est aussi votre responsabilité et celle de vos mandants. Ce combat, nous devons le mener ensemble pour le gagner ensemble. Mesdames et messieurs, la grande coalition dont notre pays a besoin ne doit pas se limiter aux seuls acteurs politiques. Nous avons besoin d'une coalition qui rassemble les Français, leurs élus, les acteurs économiques, patronaux, syndicaux, associatifs. J'en appelle donc aux entreprises, à vous. Je sais que beaucoup le font déjà, mais il est temps d'intensifier nos efforts. Prenez toute votre place dans cette grande coalition du pays. Assumons ensemble nos responsabilités. Mesdames et messieurs, nous devons poursuivre les grandes transformations pour notre pays. Pour les engager, pour les poursuivre, nous avons attendu 1 mois, mais nous ne pouvons attendre 1 an. L'horloge tourne. Et vous l'avez dit, Monsieur le Président, le monde ne nous attend pas. Et pourtant, face à cette urgence, il y a ceux qui préparent déjà la prochaine dissolution et qui ferment les yeux sur l'urgence. Ceux qui préfèrent l'inaction et leur intérêt partisan à l'intérêt général. Ils ignorent, ou ils feignent d'ignorer, que ne pas bouger, c'est faire reculer le pays.
D'un autre côté, il y a ceux qui considèrent que l'inaction est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Ceux qui considèrent qu'il faut agir sans plus attendre et en responsabilité. Agir pour nos entreprises, agir pour vous, agir pour les Français. Et je vous propose donc d'ouvrir ensemble, dès à présent, ce chemin d'action. Ce chemin, c'est celui de l'unité et de la stabilité. C'est celui du bon sens et du compromis. C'est celui du réalisme, mais aussi celui de l'optimisme et de l'audace. C'est tout simplement celui de la France. Ce chemin est escarpé. La voie est étroite, comme on dit en montagne. Le fond n'est rien sans la méthode, et nombreux sont ceux qui l'ont oublié. Et leurs projets sont depuis tombés aux oubliettes. La méthode oriente le vent, et nous n'avons pas besoin de vent contraire, pardonnez-moi cette métaphore marine. Il me revient donc de vous parler à présent du comment. C'est sans doute aussi pour cela que vous m'avez invité aujourd'hui. Nous avons des réponses, celles que nous avons trouvées à partir de 2022, mais mon propos sera plus large. Le contexte le requiert. Il a été question de concertation. Oui, bien sûr, il nous faut davantage concerter, faire confiance aux partenaires sociaux. Nous le savons aujourd'hui, pour qu'une réforme soit acceptée, elle doit être concertée. Certains s'en plaignent, nostalgiques qu'ils sont d'une époque où l'on pouvait tout décider d'en haut. C'était peut-être plus efficace, mais ça ne marche plus. On peut le regretter, mais c'est aussi la marque, je le crois, d'une démocratie plus mûre, où les citoyens ont pris la place des sujets du roi d'antan. Il faut désormais fédérer les forces autour d'un projet commun. Vous me direz que cette culture du compromis existe déjà dans vos entreprises. C'est vrai, et c'est tant mieux. Elle n'a même jamais été aussi dynamique, et vous l'avez rappelé. Le nombre de nouveaux accords d'entreprises et de branches a atteint des niveaux sans précédent. L'emploi des seniors, la formation continue, la parité, l'insertion des personnes en situation de handicap, la transition climatique, vous n'avez que l'embarras du choix. Oui, les réformes devront être largement concertées avec les partenaires sociaux. Et je sais que le président Larcher nous en parlera, car je connais et nous connaissons tous son attachement à la démocratie sociale. Celle-ci lui doit beaucoup, au-delà de la loi qui porte son nom. Le MEDEF a bien sûr une position incontournable dans ce dialogue. Néanmoins, je ne suis pas là pour vous tenir des propos convenus. On ne dialogue réellement qu'avec ceux qui écoutent, ceux qui proposent, ceux qui s'entendent, ceux qui sont prêts à bouger. Car dans le cas contraire, la concertation n'est qu'une figure de style, qu'un passage obligé. Il appartient donc aux partenaires sociaux de donner du sens à cette méthode. De surcroît, le dialogue social n'est pas une boîte noire ignorant ce qui se passe à l'extérieur, faisant fi des autres voix qui s'expriment et qui sont légitimes à le faire, au premier rang desquelles se trouve la voix des citoyens. Depuis 2017, la démocratie participative se trouve sur le dessus de notre boîte à outils. Et cet outil n'est pas dans un placard, il est entre nos mains. Il y a eu la Convention sur le climat, le grand débat, la Convention sur la fin de vie et toutes ces consultations dont on parle peu, mais que nous avons réussi à organiser avec succès dans nos chambres. Bien sûr, tout n'a pas marché, mais on apprend en essayant et que je sache, le principe s'est imposé. J'en appelle à plus de démocratie participative autant qu'au dialogue social. Ces deux approches doivent ne pas s'opposer mais se rencontrer, se conjuguer. Aussi, je vous le redis avec force, la grande coalition à construire pour le pays, ce n'est pas seulement une coalition politique, c'est une coalition économique. Ce front économique que vous appelez de vos vœux, c'est aussi une coalition sociale. Plus largement, c'est une coalition démocratique. Et l'Assemblée nationale dans tout ça? J'entends ici et là des voix qui s'élèvent et qui nous disent que c'est ici que se trouve le problème. J'écoute et j'observe aussi. Ça n'a pas si mal marché durant les 2 années au cours desquelles nous avons expérimenté ce qu'est une assemblée sans majorité absolue. L'Assemblée nationale n'est pas le problème. Elle est la solution, ou en tout cas l'un des éléments de la solution. Car cette culture du compromis, elle y existe aussi, et nous l'avons prouvé. L'ingénierie institutionnelle n'a jamais été aussi créative. Ensemble, avec tous les groupes politiques, nous avons travaillé pendant 2 ans,
loin des caméras. Nous avons inventé des règles pour organiser dans ce nouveau contexte les fameuses semaines de l'Assemblée et l'ordre du jour dit transpartisan. Nous avons expérimenté de nouvelles pratiques, par exemple pour les questions au gouvernement. Nous avons encadré les semaines de débat, les horaires de séance. Toutes ces heures passées avec les 10 présidents de groupe, on en parle peu, mais je voulais justement vous en parler. Et au-delà de cette mécanique, il y a le fond. En 2 ans, 40 textes ont été définitivement adoptés à l'unanimité. Et sur ces 40 textes, près de 90% étaient des propositions de loi, c'est-à-dire qu'elles émanaient de parlementaires de tous bords. Ce fut le cas, par exemple, de la loi que vous devez connaître interdisant la publicité sur les fast fashion pour protéger la souveraineté de notre industrie textile. Ce que nous avons fait pour le textile dans cet esprit transpartisan, nous devrons le faire pour d'autres secteurs économiques. Car il faut le dire, ouvrir une usine, innover, gagner de nouveaux marchés, augmenter le chiffre d'affaires et les salaires, ce n'est ni de droite ni de gauche, c'est servir l'intérêt général. Ce travail de co-construction, de compromis, nous l'avons mené avec le Sénat. Connaissez-vous le nombre d'accords, ces fameuses commissions mixtes paritaires qui ont été conclusives sous la dernière législative ? 85%. Les faits, les chiffres en disent souvent davantage que les discours. Durant ces 2 années, je le crois, nous avons fait l'apprentissage de ce qu'est une assemblée sans majorité absolue. Et après tout, 2 ans pour apprendre ce que l'on n'a jamais fait, ce n'est pas si long. Et le résultat n'est pas déshonorant. Il faut regarder ce qui s'est passé, car ma conviction profonde est que la précédente législature n'a pas été une parenthèse, pas plus que ne le sera celle qui a débuté au mois de juillet dernier. Le temps des coalitions est venu. La majorité absolue, c'est terminé. La France doit apprendre à fonctionner comme le font toutes les grandes démocraties du monde, en réunissant des forces politiques qui ne sont pas d'accord sur tout, mais qui trouvent des accords. Sans doute, pour cela, il nous manque encore des règles qui nous font défaut, au premier rang desquelles une réforme du mode de scrutin, la proportionnelle. Nous en avons déjà les effets. Pourrions-nous en avoir les bienfaits ? J'avais relancé le débat sur ce sujet au début de l'année précédente. Je suis prête à remettre l'ouvrage sur le métier. Par ailleurs, ce qu'on a commencé à faire, il faudra le faire davantage, puisque le seuil de la majorité absolue s'est encore éloigné. Il est vital que la co-construction s'amplifie, et pas seulement dans les mots. Dès l'ébauche d'une réforme, dès l'avant-projet de loi, les parlementaires doivent être associés de façon sincère. En somme, nous y revenons. Il nous faut à tous les niveaux rassembler ceux qui, sincèrement, ont envie de se donner les moyens de vivre ensemble, pour leurs familles, leurs amis, leur outil de travail, pour leur pays, dans l'Europe et dans ce monde qu'il nous faut regarder tel qu'il est et tel qu'il pourrait être. L'entente entre les partis, entre les nations, l'Europe, le travail en commun. Vous ne serez pas surpris si je termine mon propos avec Jean Monnet. Je me suis toujours concentrée sur une même chose, disait-il, faire travailler les hommes ensemble, leur montrer qu'au-delà de leurs divergences ou par-dessus les frontières, ils ont un intérêt commun. Ce que Jean Monnet a fait était impossible, disait-on à l'époque. Je crois que ce que nous devons faire est possible, à condition de le vouloir et de bien s'y prendre. On dit parfois que quand le vent souffle, il y a ceux qui construisent des moulins et ceux qui construisent des murs. Ensemble, construisons des moulins, franchissons les murs, aussi immenses soient-ils. Je vous remercie. Madame la Présidente.
Merci beaucoup, chère Yael Braun-Pivet. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour ces quelques mots adressés aux entrepreneurs de France aujourd'hui, à l'invitation de Patrick Martin et du MEDEF, bien sûr. Mesdames et messieurs, votre autre invité pour cette ouverture, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur Gérard Larcher, nous rejoint tout de suite. Monsieur le Président du MEDEF, cher Patrick Martin, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres ici présents, et j'ai vu le succès que Bruno Le Maire a eu tout à l'heure, et que je partage, même si nous avons eu beaucoup de débats et de discussions. Je voudrais saluer tous mes collègues parlementaires que je vois ici, députés et sénateurs, saluer tous les Mesdames et Messieurs les présidents et les représentants des partenaires sociaux, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise. Tout d'abord, merci, Monsieur le Président, pour votre invitation. J'y ai été très sensible. Il me semble important, en cette période si particulière, de pouvoir échanger, de renforcer nos contacts, notamment avec les forces économiques et sociales de notre pays, ce que nous faisons régulièrement, je dois le dire, au Sénat et à la présidence du Sénat. J'ai écouté avec attention vos analyses sur les enjeux économiques et sociaux, et cela nourrira nos rencontres pour les semaines qui viennent. Il était important également de manifester, comme vient de le souligner la présidente de l'Assemblée nationale, par notre présence commune, ce qui parfois étonne, ce qui parfois dérange, mais qui est une réalité que nous vivons ensemble, au-delà de la diversité, c'est vrai, de nos opinions, de nos sensibilités, nous sommes unis, et je le dis publiquement, par la même volonté d'être utiles et de contribuer à l'émergence de solutions. Nous avons chacun notre personnalité, notre histoire, nos convictions, mais fort de notre légitimité d'élu, fort de celles et de ceux que nous représentons, et en ce qui me concerne, les sénatrices et les sénateurs, nous voulons contribuer à l'apaisement des esprits et à la continuité de l'État républicain avec la préoccupation de l'intérêt général et de notre pays. Et je le dis après la présidente, quand l'essentiel est en cause, nous exprimer d'une voix forte et qui ne renonce pas. S'interroger sur le pouvoir, c'était la question que vous m'aviez posée, Monsieur le Président. C'est s'interroger sur la démocratie aujourd'hui. C'est s'interroger sur notre capacité collective à donner du sens à la citoyenneté et à ce qui nous unit. Vous l'avez évoqué, nous avons eu une réponse très positive à l'occasion des Jeux Olympiques. Moment de cohésion nationale. Je suis certain qu'il en sera de même à partir de mercredi avec les Jeux paralympiques. Si ces moments sont par définition éphémères, ils démontrent néanmoins une capacité à se retrouver, à se rassembler, capacité dont nous doutions un peu il y a quelques semaines encore. S'interroger sur la démocratie en cette rentrée, c'est aussi s'interroger sur les moyens de faire face aux enjeux économiques, sociaux et budgétaires auxquels nous sommes confrontés. C'est bien sûr aussi, dans l'immédiat, sortir de la crise politique que nous a plongé une dissolution hasardeuse. Mais vous comprendrez que je ne vous en dirai pas beaucoup plus en ce début d'après-midi. C'est la fin d'après-midi qui sera occupée par ce sujet. Sinon, pour souligner devant vous le caractère préoccupant de nos finances publiques, ce qui exige d'avoir un gouvernement prêt à y faire face et un Parlement assumant ses responsabilités vis-à-vis du pays. La situation dégradée des finances publiques, vous l'avez tous en tête, une dette supérieure à 110 points de PIB, un déficit public de l'ordre de 5,5 points de PIB, nous impose d'une part de réduire ce déficit, et cela sans alourdir encore une pression fiscale, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qui nous place en tête des pays de l'OCDE, et en même temps établir une trajectoire de retour à l'équilibre à la fois crédible et de nature à garantir la croissance.
Ne nous y trompons pas, mesdames et messieurs. Un pays incapable de respecter ses engagements européens risque de ne pas garder le contrôle de son endettement, de faire face à une hausse brutale des taux d'intérêt. Tel est bien le principal défi que le prochain gouvernement devra relever, et d'ici le 1er octobre, n'en déplaise aux populistes. La tentation de laisser filer les déficits ne pourrait qu'amener à une crise financière majeure et à une perte de souveraineté. Dans la crise politique que nous traversons aujourd'hui, il peut sembler un peu incongru de s'interroger sur le rôle respectif de l'État, du Parlement et des partenaires sociaux en matière de régulation des rapports sociaux. Mais justement, cette crise s'explique aussi par la verticalité du pouvoir, par la centralisation qui reste excessive dans notre pays, et par l'ignorance et parfois un certain dédain accordé par un certain nombre de responsables politiques aux corps intermédiaires. Oui, tout cela a renforcé le sentiment de perte de confiance dans nos institutions, de perte de confiance dans la capacité des politiques publiques à répondre aux attentes de nos concitoyens. Et aujourd'hui, nous devons répondre à ces attentes. Nous devons recréer un lien de confiance sur lequel il n'y a pas de société de vivre ensemble. Mon propos devant vous sera donc consacré à cette question, à mon avis, centrale: comment retisser la confiance? La confiance n'est-elle pas nécessaire à tout exercice démocratique du pouvoir? Dans ce contexte, quel peut être le rôle respectif du gouvernement, du Parlement et des partenaires sociaux dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques? C'est un sujet toujours sensible dans un pays centralisé, attaché à l'égalité, sans doute plus attaché à l'égalité qu'à la liberté. Un pays qui traditionnellement se remet avant tout à l'action de l'État, dont il attend beaucoup et certainement trop. Sujet d'actualité avec les controverses, c'était à l'automne dernier, sur la contribution de l'Agirc-Arrco au financement du régime général, avec l'échec récent de la négociation sur le pacte de la vie au travail, et la poursuite ou non de la réforme de l'assurance chômage, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président. Et cela sans parler de ceux qui veulent, à rebours des évolutions imposées par la démographie et par pure démagogie, revenir sur la réforme des retraites. Sujet, enfin, qui me tient à cœur, car si je crois au rôle de l'État, je crois tout autant au rôle des corps intermédiaires que sont les collectivités territoriales et les partenaires sociaux. Vous savez en effet combien je crois au rôle des partenaires sociaux. C'est, Yaël Braun-Pivet l'a rappelé, le sens de la loi de modernisation du dialogue social du 31 janvier 2007. Une loi qui a tenté, avec des résultats, de réguler le champ des réformes sociales. Une loi qui a donné en quelque sorte ses lettres de noblesse à la norme négociée. C'est votre premier pilier, Monsieur le Président, que vous avez évoqué cet après-midi. Ceux qui me connaissent savent que je n'avais pas attendu d'être ministre en charge du travail. J'ai d'ailleurs été formé assez rapidement par Ernest-Antoine Sellière sur une tentative avortée de simplification du Code du travail. Mais j'en profite pour saluer les anciens présidents du MEDEF avec qui j'ai beaucoup échangé, je les vois ici, et directeurs que je vois ici. C'était quelque chose d'important. Oui, je m'intéresse à cette question sociale, car je ne réduis pas l'individu à la seule économie. Je crois au progrès, à la croissance économique, à la liberté d'entreprendre. Mais pour moi, ils doivent s'accompagner du progrès social. Or, cette articulation de la croissance et de la cohésion sociale repose pour une partie importante sur votre action, sur l'action des partenaires sociaux. Pour le gaulliste que je suis, le principe de participation, ça n'est pas simplement et seulement les dispositions qui existent en matière de participation et intéressement aux résultats de l'entreprise. C'est le principe de participation tel qu'il figure dans le préambule de notre Constitution, 1946-1958, et je cite, « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. » Cet alinéa du préambule recouvre ainsi deux droits fondamentaux
qui me paraissent être au cœur du pacte républicain. Et nous avons encore plus besoin aujourd'hui qu'hier d'un pacte républicain. Le droit à la négociation collective et le droit de participer à la gestion des entreprises. Cette participation à la gestion des entreprises, je sais qu'elle rencontre un certain nombre de résistances, y compris parmi vous. C'est pourtant un moyen d'implication des salariés et donc de compétitivité. Cette compétitivité si fragile de notre économie, comme en témoigne la dégradation de notre déficit commercial et la diminution de la part de la valeur ajoutée de l'industrie, qui est un baromètre quand même, à mon avis, tout à fait essentiel. Il ne s'agit pas de contraindre au moyen de nouveaux textes, je le dis. Il s'agit d'inciter et de jouer la carte de la confiance. Cette carte est celle de la confiance qui doit partir du terrain, donc des entreprises dans le champ économique et social, et donc pour le champ politique dans les collectivités territoriales. Carte de la confiance pour le droit à la négociation collective, oui, ce droit qu'il prête la forme du paritarisme de négociation ou le paritarisme de gestion. Paritarisme de négociation, c'est à mes yeux une condition de faisabilité des réformes. Philippe Séguin affirmait que l'adaptation du droit du travail implique une réduction de la part du législatif au profit du contractuel. À méditer en ces temps d'hyperproduction législative. À méditer aussi pour la complexification progressive du Code du travail lui-même. C'est, me semble-t-il, la voie qui doit nous permettre enfin d'entrer dans ces simplifications, pas simplement du Code, mais aussi normatives. Vous avez tous en tête les chiffres de l'OCDE sur le coût du normatif dans nos collectivités, pour nos entreprises et dans la réalité des citoyens. En effet, et je le redis, je ne crois pas qu'on peut réformer sans les acteurs sociaux. On réforme avec eux. C'est parfois impossible, c'est vrai parfois, mais il faut l'avoir tenté sérieusement et sans faux semblant. J'ajoute, et c'est fondamental, que cette négociation collective se joue toujours à trois. Patronat, syndicats, gouvernement, c'est ainsi. Donc il faut trouver entre ces trois partenaires une règle du jeu. La loi 2007 en est un élément. Je veux simplement rappeler que l'article L1 du Code du travail a un rôle central. D'abord, symboliquement, c'est le premier article du Code du travail. Il est la base de notre droit du travail, qui a vocation donc à reposer sur la négociation collective. Il fixe une méthode de réforme reposant sur une négociation collective préalable. Elle donne la priorité aux partenaires sociaux pour mettre en œuvre une réforme s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent. Pas plus, certes, pas moins non plus. C'est dit autrement, prendre un peu de temps pour concerter, dialoguer, éventuellement négocier entre partenaires sociaux. Ce temps de la concertation et d'une éventuelle négociation n'est jamais du temps perdu. Cela permet de refroidir les pulsions, un peu comme le Sénat, dans un pays qui s'échauffe vite. Cela permet, lorsque cela marche, de trouver des solutions acceptables pour les deux côtés, entreprises et représentants des salariés. Et en plus, il faut l'analyser, et vous ne le dites pas assez, des solutions qui, venant des acteurs eux-mêmes, sont des solutions souvent plus opérationnelles et plus concrètes que ceux qui ont été construites entre ministères et Parlement. Il y a, à mes yeux, au moins trois avantages dans cette procédure de renvoi à la négociation. Le premier, c'est d'éviter la précipitation. Le deuxième avantage, c'est qu'elle met aux prises des spécialistes. On sait de quoi on parle. Et quand on parle de choses qu'on connaît, l'idéologie parfois s'éloigne un peu et les excès d'idéologie sont moins présents. Et on essaie tout simplement de trouver des solutions pratiques. Le troisième avantage, c'est qu'elle assure a priori à la réforme une certaine stabilité. On sait combien la stabilité juridique est le fléau de notre pays. Un accord entre partenaires sociaux donne une légitimité à la réforme et évite des modifications systématiques en cas d'alternance politique. Cette méthode a porté ses fruits. Souvenons-nous, rupture conventionnelle, 2008.
avec les interrogations et les défauts que ça peut avoir. Nouveau régime des plans de sauvegarde de l'emploi en 2013. Pourtant des sujets par nature conflictuels. Rupture du contrat de travail et licenciement économique. Et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, plusieurs accords ont été signés ces dernières années, et je pense que peut-être ou à cause de la crise du Covid. Pour être complet, je dois aussi mettre en évidence, et les ministres ne m'en voudront pas, que l'article 1 peut être aussi utilisé comme un paravent de l'inaction gouvernementale. Il peut y avoir une tentation pour un gouvernement quel qu'il soit, et j'ai soutenu des gouvernements qui ont eu cette tentation, de ne pas prendre ses responsabilités ou se contenter au mieux de demi-réformes et d'un renvoi pas toujours très glorieux à des partenaires sociaux dont on sait que leur négociation peut aboutir à un résultat décevant. Je prends un exemple, le sujet de la formation professionnelle, très complexe, a longtemps illustré ce travers. Celui de l'assurance chômage, pour d'autres raisons, et je vais y revenir, montre que l'articulation État et partenaires sociaux fonctionne mal. Je pense là aussi, Madame la Présidente Chériel, que le Parlement peut jouer un rôle. Un dialogue plus structuré avec les commissions parlementaires pourrait favoriser cette articulation. Éviter aussi les propositions de loi ayant pour objectif de contourner l'article L1 du Code du travail pour rendre plus faciles les négociations, mais aussi la transposition législative des accords. Je le dis devant la rapporteure travail du Sénat, Frédérique Puissat, qui est là cet après-midi et qui suit ces dossiers avec attention. Et je le dis au Sénat, je ne peux pas prôner la majorité relative. Et je suis dans le bonheur d'une majorité, mais aussi d'une opposition qui souvent est dans le dialogue, et un dialogue positif. J'ajoute, Monsieur le Président, puisque vous avez évoqué, c'est votre troisième pilier, que le MEDEF, comme l'ensemble des organisations patronales, doit pouvoir jouer pleinement son rôle de laboratoire d'idées et de propositions économiques et sociales. Et je crois que c'est tout à fait essentiel, afin de sortir des affrontements stériles ou des polémiques inutiles qui font la joie de notre débat public. C'est d'ailleurs le sens de cette rencontre des entrepreneurs de France. J'en viens maintenant au paritarisme de gestion. Il va sans dire que les deux formes de paritarisme ont partie liée et s'enrichissent mutuellement. Assumer des responsabilités de gestionnaire, c'est devoir sortir des postures de revendication. C'est trouver des solutions, faire des compromis. Oui, sortir de l'affrontement stérile. L'Agirc Arrco me paraît un bon exemple. Et un système de retraite en équilibre financier, quelle exception! Quel exemple pour le régime général ou le régime de fonctionnaires. Alors, c'est vrai aussi qu'il faut le relativiser, car il ne va pas sans une certaine diversité de langage. Les partenaires sociaux décident de mesures qu'ils contestent, parfois vigoureusement, pour le régime général. Hausse des cotisations pour les uns, bonus-malus pour les autres, incitant à partir après l'âge du taux plein, et in fine, ce sont bien les réformes du régime général, et le Sénat n'a pas manqué à ce moment-là, sur le décalage de l'âge légal de départ en retraite ou l'augmentation de la durée de cotisation, qui ont garanti et continuent de garantir l'équilibre. Il serait donc, et je le dis, totalement irresponsable de revenir en arrière, sauf à menacer tout l'équilibre du système et en arriver à accroître la charge des actifs et diminuer le niveau de vie des retraités. Il suffit d'ailleurs de regarder autour de nous pour constater que tous nos voisins européens ont choisi, sous une forme ou sous une autre, de reculer l'âge de départ en retraite. Et je le dis tout de suite, c'est l'application de la Constitution de 58. Le Sénat sera particulièrement vigilant dans cette période, mais je ne vous dévoilerai pas toutes mes batteries et toutes les batteries du Sénat cet après-midi sur la question de la nécessité d'avoir une stabilité de la réforme des retraites. Quant à l'assurance chômage, le tripartisme y est dès l'origine tellement évident. La réforme de 2018, en supprimant les cotisations salariales
pour les remplacer par la CSG en prévoyant une lettre de cadrage avec une trajectoire financière a naturellement renforcé la main de l'État. J'avais approuvé au printemps les initiatives du gouvernement de Gabriel Attal, tout en regrettant qu'il n'y ait pas davantage de dialogue et d'écoute dans la forme des annonces. Je persiste et signe, cette réforme est nécessaire. Nécessaire notamment pour mettre fin à une forme de schizophrénie française qui voit un taux de chômage qui certes a baissé, j'en suis heureux, encore à 7%, alors que les entreprises, pour un certain nombre d'entre elles, continuent à peiner à recruter. Il faut que nous sortions de cette schizophrénie-là, bien française. Alors, l'échec assez inattendu de la négociation au printemps dernier, je dis bien inattendu, sur le pacte de vie au travail, les polémiques sur la réforme de l'assurance chômage ont montré à quel point, au fond, un climat de méfiance était présent. À quel point on a le sentiment que la règle du jeu que j'évoquais tout à l'heure n'est plus respectée. Il faut que le gouvernement soit bon joueur. Et je ne suis pas certain qu'il cherchait à aider au compromis à cette période-là. Je dis ça avec pudeur et tendresse cet après-midi. Eh bien, je crois que tout cela n'est plus possible. La crise actuelle va nous obliger à trouver de nouvelles méthodes, à rompre avec certaines habitudes, et Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, vous l'avez rappelé, habitudes de l'État, mais aussi parfois des partenaires sociaux. Il est tellement plus facile parfois de s'en remettre à un gouvernement ou de refuser à exercer ses responsabilités. De nombreux sujets sont pourtant traités. Je ne reprendrai pas tout ce qu'a évoqué Yaël Braun-Pivet. Je citerai pour ma part quelques-uns d'entre eux qui me semblent importants. Le maintien dans l'emploi des seniors, sujet que nous avons devant nous. La formation tout au long de la vie, bien sûr. Mais aussi la question du pouvoir d'achat et son corollaire. La redéfinition de la politique d'exonération des charges sociales afin d'accroître le salaire net et d'éviter ce qui est quand même une réalité, la smicardisation. Plus qu'une illusoire augmentation du SMIC, sur lequel il faut bien mesurer les conséquences. C'est le sujet de l'articulation salaire-coût du travail, prime d'activité, sur lequel il faut se pencher avec courage et le regarder réellement. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, quelques pistes de réforme nécessaires, qui sont loin des promesses démagogiques ou des recettes magiques de certains. Elles supposent, je l'ai dit, une participation de tous et au premier chef des partenaires sociaux. Il est clair par conséquent que cela suppose aussi un renforcement, vous l'avez évoqué, la représentativité des acteurs syndicaux et patronaux. Les lois de 2008 sur la représentativité syndicale et 2014 sur la représentativité patronale n'ont pas encore épuisé le sujet, tant le taux de syndicalisation, la baisse de la participation aux élections professionnelles et les divisions restent un frein à un dialogue social de qualité. Il en est de même de l'absence de culture de la négociation dans notre pays. Sans représentativité sur le terrain, sans négociation active dans les entreprises, alors le dialogue social au niveau des branches ou interprofessionnelles manque de force, car sa légitimité est alors contestée. S'interroger sur la façon d'y remédier, s'interroger sur les mécanismes permettant d'éviter que se décompose le lien entre syndicats et salariés, entreprises et leurs représentants, voilà un sujet de réflexion collective que nous devons mener. C'est, me semble-t-il, aussi la condition du maintien et du renforcement du paritarisme. Nous avions, avec le président de la Commission des affaires sociales du Sénat, le projet non pas d'un grand barnum, Monsieur le Président, dont vous vous méfiez tant et vous avez raison, d'une très grande conférence, mais d'un colloque sur le renforcement du paritarisme. L'actualité liée à la dissolution a conduit à son report. Mais nous reviendrons vers vous, Monsieur le Président, comme vers les autres partenaires sociaux, le moment venu pour organiser cette table ronde avec les partenaires sociaux. C'est pour moi une priorité, c'est une priorité des deux présidents de groupe, notamment de la majorité sénatoriale qui nous l'avait suggéré. Et je salue le président Marseille, qui est à l'origine de cette idée, dans un de nos fameux petits déjeuners du mardi. Il est présent ici et je voulais le saluer. Je sais que le président Retailleau aussi vous rejoindra, je crois, demain. En guise de conclusion, je ne vais pas prendre Jean Monnet, je ne vais pas prendre Gérard Larcher, je ne vais pas prendre le général de Gaulle. Nous sommes dans la 50e année
de la disparition de Georges Pompidou et j'ai retrouvé dans le Nœud gordien un passage qui me semble particulièrement d'actualité. Rien de plus déprimant que Machiavel. En démocratie, on ne gouverne pas longtemps par la force, ni par la ruse, mais seulement par la confiance qu'on inspire. Et l'on inspire durablement confiance qu'en s'adressant et en répondant aux besoins des hommes de croire à quelque chose. Alors ensemble, je vous propose de croire à quelque chose, et notamment pendant ces journées, de croire au rôle et à la place de l'entreprise, et autour de l'entreprise, de ses salariés et de ses acteurs. Vive le MEDEF!